Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre émission sportive qui traite de l'actualité sportive du département. Vous savez que nous sommes toujours en mode confinement. Les choses ont peut-être un peu commencé à se libérer à partir déjà du 22. Il va y avoir un peu d'assouplissement, mais il faudra attendre vraiment pour la pratique sportive vers la période de début octobre. Donc, on sera en attente. On verra comment les choses vont évoluer. Mais en attendant, on poursuit justement un peu notre tour d'horizon. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Eddy Viator, qui sera donc notre invité, qui a été fraîchement nommé, on va dire, il y a quelques mois, responsable des officiels haut niveau. Donc, on va revenir sur la belle carrière qu'a eu Eddy Viator. Et puis, on va parler également donc, de la formation des officiels, ce que ça représente. Et puis, même au niveau de la Guadeloupe aussi, ce que ça représente pour le basket. On aura aussi un deuxième invité ce soir. Ce sera donc Devrick Farasman qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui lui donc est à l'UFOLEP Guadeloupe et avec qui donc on va parler justement à cette période contrainte, comment mobiliser justement les bénévoles et faire vivre le sport durant cette période de contrainte. Donc Eddy Viator, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, donc on va revenir sur votre belle carrière puisque donc vous êtes retraité à 49 ans. C'est quand même c'est jeune, c'est vieux pour un arbitre. Comment on peut déjà considérer? C'est mitigé parce que aujourd'hui il n'y a plus trop de limites d'âge en fait dans l'arbitrage moderne sur le haut niveau. Donc en fait j'aurais pu continuer ma carrière si les choses étaient autrement. En Europe, par exemple, la limite d'âge qui était fixée avant à 50 ans, elle a été repoussée à 54 ans en fonction de la condition physique, de la santé, tout ce qui va avec. Donc, effectivement, ça peut paraître... du coup, je peux paraître un jeune retraité, mais bon, c'est pas plus mal, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'arbitrage? Comment est née du coup cette vocation, cette passion pour l'arbitrage déjà peut-être en tant que justement pas forcément en tant que métier au départ, mais peut-être justement vous l'avez entrepris déjà pour accompagner votre club, aider votre club, et puis au fur et à mesure comment les choses ont évolué? J'étais joueur de basket, donc quand on joue, on s'intéresse un petit peu à tout. Et puis mon père, qui était lui aussi joueur, il a joué en Guadeloupe à l'Amical Club de Darboussier, qui a fait une grande carrière là-bas. Enfin, il a fait un grand passage dans cette équipe-là. Et après, il est arrivé en métropole, il a joué à la police de Paris. Et il laissait traîner des règlements de basket. Donc un jour, je suis tombé dessus et j'ai tourné les pages comme ça. Je comprenais pas grand-chose, mais ça m'a un petit peu intéressé parce que j'étais curieux. Et j'ai vu des petits dessins, des petits schémas du bonhomme qui faisait de la gestuelle, la gestuelle de l'arbitre. Alors, pour m'amuser, je me suis amusé à mimer comme ça. Et puis, retourner au club, j'ai regardé un peu plus ce que faisaient les arbitres qui venaient. Et je me suis dit, tiens, c'est exactement ce qui se passe ce qui se passe sur le terrain, c'est ce que j'ai vu sur le bouquin. Et puis après, j'ai essayé comme ça 2-3 fois. On m'a demandé si je voulais donner un petit coup de main au club. Donc, c'est Sarcelles, où j'habitais avant. Et j'ai dit oui. Et puis, mon frère, lui, il a continué à jouer au basket. Et puis moi, j'ai continué à faire les deux. Et puis, j'ai progressé comme ça, tout en sachant à un moment donné que je pensais pas que je serais arrivé joueur de haut niveau, alors que l'arbitrage, j'avais une chance. Donc, j'ai fait le choix. Justement, est-ce que on devrait peut-être plus promotionner aussi, en tout cas, cet aspect de se dire que, voilà, parce qu'on sait que de plus en plus, ça devient compliqué pour les basketteurs de devenir pro, avoir une carrière professionnelle, pouvoir vivre de son sport. Il y a aussi cet aspect du côté de l'arbitrage qui est peut-être moins perçu, même moins mis en avant dans les clubs, et en tout cas, même peut-être au niveau de la Guadeloupe, et se dire que il y a aussi des carrières possibles
et de pouvoir vivre, en tout cas, d'être un arbitre professionnel et donc être au cœur aussi du basket, autrement, mais en tout cas être au cœur du basket. Oui, on peut dire ça parce que à l'époque où moi j'ai évolué dans l'arbitrage, c'était très long pour pouvoir passer d'un jeune arbitre d'un statut départemental, régional, championnat de France, et puis le haut niveau, ça prenait pas loin de 10 années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus court. Et puis un talent peut, c'est un peu comme à l'école, quand on peut sauter des classes. Là, un talent arbitre peut sauter aussi des étapes et passer d'un niveau championnat de France sur le haut niveau assez vite. Et il y a des passerelles, il y a des camps d'été qui sont là pour ça, il y a des stages qui sont organisés par la fédération. Et c'est ce qui peut aider justement les gens à franchir et puis à se faire repérer. Justement, alors, dans la formation, les différents stages, les différents niveaux d'arbitre qui existent avant d'arriver, d'atteindre le stade ultime d'arbitre pro, quelles sont en fait les différentes étapes par lesquelles quelqu'un qui souhaite s'engager vraiment à fond dans cette filière-là doit passer? En fait, le tout jeune arbitre qui va démarrer, il sera départemental et puis avec le temps, il va évoluer, il va devenir régional. Après, il va passer sur la métropole. Sur la métropole, il y a le championnat de France. Et puis, alors, il y a plusieurs niveaux en championnat de France. C'est équivalent à la nationale 3, 2 pour le championnat de France. Et puis, lorsqu'il va accéder à la nationale 1, il sera sur le haut niveau 3. Et puis, juste au-dessus, il y a la Pro B, puis la Pro A. Voilà, le plus haut niveau. Alors, la Pro A qui s'appelle aujourd'hui BetClick. Chaque fois, il y a des nouveaux noms. Maintenant, ça évolue. C'est vrai qu'on était longtemps sur Pro A, Pro B. Maintenant, il y a des partenaires qui s'associent donc à ces catégories-là. Bon, on vit avec, hein, donc évolution oblige. Donc, justement, donc vous avez arbitré donc sur votre carrière plus de 600 matchs. Est-ce que sur ces matchs-là, vous en gardez en mémoire? Il y en a qui vous ont marqué, sur lesquels vous avez peut-être. Est-ce que vous avez le sentiment parfois de vous dire sur ce match-là, j'ai peut-être eu une influence positive ou négative? Est-ce qu'en tant qu'arbitre aussi, ce sont des choses qu'on doit gérer, qu'on doit apprendre à gérer et justement pour pouvoir rebondir sur les prestations suivantes? Un arbitre, c'est comme un joueur. Donc, on apprend de ses erreurs, on s'enrichit en fait. On prend de l'expérience parce que on a réussi quelque chose, il faut le refaire. Ou alors on a raté quelque chose, il ne faut pas le refaire, mais il faut savoir pourquoi on l'a raté. Et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer, à grandir. Donc forcément, ça m'est arrivé sur les 600, pas loin des 700 matchs sur le haut niveau. Forcément, il y a des moments où ça s'est pas très bien passé. C'est peut-être là où j'ai le plus appris d'ailleurs. Et puis il y a aussi le niveau de jeu qui est proposé par les joueurs, par les entraîneurs, qui en est la plus grande cause. Plus la rencontre est technique, plus je vais apprendre des choses techniques et plus je vais pouvoir m'en servir. Après, plus la rencontre elle est pleine d'erreurs, de manque de technicité, plus j'aurai du mal aussi à trouver mes marques et puis à faire quelque chose de bien. Donc forcément, c'est un tout l'un va avec l'autre, quoi, en fait. L'arbitrage aujourd'hui a aussi beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'évolutions au niveau des règles, beaucoup d'adaptations justement, comme vous le disiez, par rapport déjà au jeu, même à cette évolution aussi du jeu. Donc cette perpétuelle adaptation favorise aussi une qualité d'arbitrage meilleure pour permettre au jeu aussi d'être beaucoup plus fluide et on va dire de se jouer sans forcément qu'on ait l'impression que l'arbitre pèse sur la rencontre. Oui, parce que l'évolution du basket fait que c'est de plus en plus agréable parce que c'est un sport qui évolue assez vite. Alors, je ne sais pas si on doit dire qu'on copie les Américains et que je parle des règles FIBA, hein. Que c'est le basket américain qui est parodié et on s'en approche. Aujourd'hui, j'ai plus cette même vision. Quand j'étais gamin, la NBA, ça faisait rêver. J'étais fan de Jordan, et je le suis toujours. Quand je regarde les images de l'époque, je me dis, oh, c'était magnifique. Mais au final, la NBA aujourd'hui, quand je regarde un match NBA, je suis pas
si passionné que ça parce que le rythme, c'est pas le même. Je trouve que c'est moins rapide. Ils ont, bon, il y a toujours eu beaucoup de matchs, hein, ils en font à peu près 82 dans la saison. Et ils doivent se protéger des blessures et autres. Donc la cadence, elle n'est pas à 100% sur toutes les rencontres. Donc il y a pas mal de rencontres qui sont ennuyeuses. Et quand je regarde un match d'Euroleague ou un match de BCL ou un match de Jeep Elite l'an dernier, je me dis, il y a quand même de la qualité, il y a du niveau, il y a du rythme. Et donc, le basket moderne a beaucoup évolué. Et preuve en est, c'est que sur les JO, on a été capable de mettre une petite fessée aux Américains. Je dis une petite parce qu'en finale, ils ont pris leur revanche, mais on les a battus sur les phases de qualification. On pourra trouver toutes les excuses qu'on veut en disant oui, ils n'étaient pas prêts, etc. Non, non. Le basket moderne, le basket français, le basket européen a beaucoup évolué, a beaucoup progressé. Et on est capable de tenir tête à des grandes équipes parce que la France aussi, maintenant, c'est une nation où le basket est reconnu. Très bien, on va saluer notre deuxième invité qui est arrivé, d'Evric Farasman. Bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir Eddy. Bonsoir Devric. Alors justement, Devric avec Eddy, on parlait donc de l'arbitrage, de tout ce qui est autour et un peu de la formation pour arriver là. L'UFOLEP aussi a ce côté où justement vous accompagnez, vous favorisez les associations au niveau de la formation et c'est quelque chose que vous avez aussi très fortement porté, on va dire depuis l'arrivée en tout cas de la Covid, qui vous a aussi, on va dire, poussé vers cette orientation-là, vraiment former, profiter de ce temps où la pratique est un peu plus compliquée pour accompagner dans de la formation. Merci Séverine de m'avoir invité. Tout d'abord, c'est intéressant de pouvoir donner la parole aux acteurs du sport. J'ai écouté attentivement Eddy sur l'arbitrage professionnel et c'est toujours intéressant, c'est vraiment vachement intéressant, surtout qu'il arrive à une conclusion que moi, en tant que spectateur, je me suis fait la même conclusion en regardant les Jeux Olympiques, c'est que le fossé entre la NBA et le sport et le basket en Europe, il se minimise, ce qui veut dire que les leviers qui ont été mis en place par le basket fonctionnent. Et c'est le même levier qu'on doit mettre en place au niveau amateur, parce que au final, c'est la structure des encadrants, donc je parle des éducateurs, des officiels, des dirigeants associatifs, qui fait que le sportif peut arriver à un plus haut niveau. Donc nous, au niveau de l'UFOLEP, on n'est pas une fédération, on va dire, dont la mission est de faire gagner des médailles olympiques ou dont la mission est de former des sportifs de haut niveau, mais notre mission est d'amener le sportif, d'amener les gens à faire de l'activité sportive. Et pour les emmener vers ça, c'est les mêmes données, ce sont les mêmes leviers, c'est-à-dire qu'il faut réussir à structurer le monde associatif. Et je ne dirais pas que c'est depuis la Covid, c'est vrai ce qu'on dit, c'est pas depuis la Covid que l'UFOLEP s'est axé vers la formation. Moi, je suis à l'UFOLEP depuis déjà 10 ans aujourd'hui. Ah ouais, ça ne rajeunit pas. Depuis 10 ans, et ça a toujours été un axe principal au niveau de l'UFOLEP. Donc, on parlait d'arbitrage, les arbitres de foot à 11, et ça, n'en déplaise à certains, et enfin, je ne dirais même pas ça, parce que beaucoup sont contents de cela. C'est que, on te dit, il y a un dicton qui dit au niveau de l'arbitrage du foot à 11, si tu n'es pas passé à l'UFOLEP, tu n'es pas un arbitre de foot à 11. Pareil pour le futsal qui se rapproche beaucoup du basket. J'ai entendu à peu près le processus pour devenir un arbitre futsal, un arbitre de basket de haut niveau. Le processus est à peu près le même pour le futsal. Le futsal, aujourd'hui, on a des formations d'arbitres de futsal tous les ans. On a une quarantaine d'arbitres formés qui participent au championnat en mat futsal. Donc, c'est autour de tous ces axes, tous ces dispositifs que l'UFOLEP tend à grandir, parce qu'on s'est mis en tête, peut-être bêtement, mais on s'est mis en tête que plus on a d'associations, désolé, je ne suis pas sûr que vous entendez le même que moi, mais il y a des camions qui passent. Oui.
plus on a des associations qui sont structurées, ben, plus on aura des activités qui le seront. Donc, bêtement, on va le dire comme ça, mais nous, on aura moins de travail, puisque tout sera déjà structuré. Donc, au final, on pourra faire d'autres choses encore plus intéressantes qui sont amenées à la formation professionnelle cette fois-ci. Quand je parlais d'éducateur, je parlais aussi d'animateur sportif et c'est à peu près ce circuit que l'on développe chez nous à l'UFOLEP en Guadeloupe. Très bien. Donc, justement, on revient sur les déviateurs. L'importance de la formation. On sait que, de toute façon, le métier d'arbitre n'est pas forcément évident, hein, que ce soit dans le basket, dans le foot ou peu importe l'activité. C'est vraiment une vocation à faire naître. Est-ce que vous pensez, vous qui, justement, avez au jour d'aujourd'hui la charge, vous le faites pour les officiels de haut niveau, mais de toute façon, on a besoin des officiels partout. Pour qu'il y ait des rencontres, il faut qu'il y ait des officiels, qu'on le veuille ou non. Donc, est-ce que vous avez justement le sentiment que c'est difficile de faire naître, ça devient de plus en plus difficile de faire naître ces vocations-là? Disons que ça change un peu, l'état d'esprit est différent avec les arbitres aujourd'hui, parce que le temps et l'époque est différente. Et donc la formation, elle se doit d'être adaptée un peu à la nouvelle génération. Cette génération qui ne veut plus être patiente. Les choses doivent aller assez vite. Je veux réussir tout de suite, et si ça marche pas, je suis pas content, j'arrête. Alors c'est pas simple. Aujourd'hui, je m'occupe des arbitres de haut niveau, mais hier encore, c'était les arbitres de championnat de France. Avant-hier, c'était les arbitres régionaux et départementaux. Je suis passé par tous les cursus d'apprentissage et de formation, et je m'aperçois quand même que c'est pas le même état d'esprit. Celui que j'ai eu et tous ceux de mon époque où il fallait vraiment jouer des coudes et puis fighter entre guillemets pour pouvoir y arriver. Là, il y a des talents, et il y a des talents qui sont éparpillés dans la nature, et s'ils sont pas détectés, si ils n'y arrivent pas tout de suite, ils décrochent. Il n'y a pas cette effervescence qui fait qu'on se relève une fois qu'on est tombé, on essaie de nouveau, et je veux dire, la motivation, elle est présente, mais c'est pas le même cursus de formation, et je les sens plus fragiles, ces gens qui sont derrière moi, en fait. Donc maintenant, il faut adapter les discours, il faut pas froisser les gens, il faut être prudent, il faut être ferme aussi, mais avec une certaine pédagogie, quoi. En tout cas, ça vous laisse quand même bon espoir pour la suite, et vous dire que, bon, même si effectivement les mentalités évoluent, c'est plus difficile, que ça demande peut-être plus, mais qu'au niveau de l'arbitrage, ça reste quand même, on va dire, une voie à prendre, et qui est prise, et qui permet en tout cas encore au sport de vivre, où il va falloir vraiment peut-être déployer encore plus, je ne sais pas, au niveau de la communication, peut-être pour attirer encore plus de monde sur ces métiers-là. C'est une voie qui est ouverte. Je pense que et vous l'avez dit en préambule, et c'est vrai que un match de basket sans arbitre, ça se joue pas, ou ça se joue d'une autre manière. Donc, on a besoin d'arbitres. Il faut encourager, il faut pousser les gens. Il y a des portes qui sont ouvertes. C'est un chantier vaste. Tout le monde peut être accueilli. Et plus il y en aura, et plus les rencontres se dérouleront, plus l'organisation des rencontres seront plus simples. Après, il faut accompagner les gens, il faut les structurer, les encadrer, et puis les pousser vers le plus haut niveau. Vous parliez d'accompagnement. D'Evric, justement, c'est un peu cet accompagnement qu'a mis en place l'UFOLEP depuis, on va dire, quelques semaines, pour favoriser la reprise, puisqu'effectivement, comme je disais au début, on est dans une période de confinement où la reprise n'a pas encore vraiment eu lieu, elle n'est pas encore possible. Mais vous, à l'UFOLEP, vous avez décidé de ne pas attendre que les gens puissent justement revenir sur les lieux de pratique, entre guillemets, et proposer des solutions justement alternatives pour favoriser une pratique. Le constat que fait Eddy pour l'arbitrage,
est celui que fait tous les acteurs du sport pour tous les niveaux, les dirigeants associatifs, pour les sportifs, pour tous les strates qui sont dans le monde du sport. On se retrouve avec de moins en moins d'acteurs qui sont motivés et qui sont impliqués. Donc, il faut repenser à l'ancien slogan du FOLEP, c'est une autre idée du sport. Et il prend tout son sens aujourd'hui parce qu'il faut réussir à repenser l'activité sportive. On est beaucoup dans du sport consommation. J'ai un discours assez, on va dire parfois tendancieux dessus. Je ne veux pas débattre dessus, mais aujourd'hui, on est dans un monde de consommation, même de la pratique sportive. Et il faut aller en fait de plus en plus dans ce sens, je pense. Et comment on peut aller dans ce sens? C'est en accompagnant en fait les dirigeants associatifs. Il faut se mettre dans la tête, faut réussir à se mettre dans la tête que le dirigeant associatif, il va nous donner 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans 3 ans, ce sera un autre. Dans 4 ans, ce sera encore une autre équipe. Et réussir à penser comme ça autour des associations. Le bénévole qui fait 40 ans, 45 ans, 50 ans à la tête d'une association, il faut penser que c'est révolu. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, qu'importe. Donc, c'est sur cette dynamique que nous, au niveau du comité régional UFOLEP, Île de Guadeloupe, je précise Île de Guadeloupe dans le sens où on est aussi dans les îles du Nord et toutes les îles de la Guadeloupe, mais aussi donc dans les îles du Nord. Et on a mis en place un plan de relance qu'on nomme Yonalot du célèbre adage guadeloupéen. Ça veut tout dire en fait. C'est le Covid, nous on le vit de plein fouet au niveau de l'UFOLEP avec on a des salariés, on a des actions, moins d'entrée d'argent forcément, on a des charges à surmonter, mais nos associations vivent la même chose que nous, même si elles ne sont pas employeuses pour certaines d'entre elles. Il faut réussir à les accompagner. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le plan de relance, Yonalot, et qui permet aux associations de cumuler plusieurs actions, plusieurs accompagnements qui peuvent aller d'une licence de dirigeant offerte jusqu'à 3 licences offertes. Cumulées, je parle en cumulé, avec, on l'a chiffré pour une association qui prendrait donc tous les packs, ça ferait une économie de 2 500 € sur la saison sportive. C'est pour certaines associations, ça peut être une goutte d'eau, mais pour la majorité de mes associations au niveau local, c'est limite leur budget annuel. Donc, pourquoi on souhaite aider des associations? C'est pour recréer cette dynamique de quartier qui est indispensable pour le territoire guadeloupéen. Le monde associatif en Guadeloupe est prédominant. On ne le sait même pas, mais on est 3 à l'antenne. Je mets ma main à couper que 2 de nous 3, en fait, c'est même pas je mets ma main à couper, et Diviator, il l'a dit, il est dans le monde du basket. Moi, je suis dans le monde du sport, beaucoup de sport. Et c'est vrai, je mets ma main à couper, tu as aussi une licence dans le monde associatif. Donc, ce qui veut dire qu'on a 100% là présents qui sommes dans le monde associatif. Et dans le monde associatif, on se retrouve avec le directeur d'Orange, le directeur de Renault. Et en même temps, on a à côté du directeur de Renault le jeune qui cherche du boulot. Donc, ce qui veut dire que les catégories socio-professionnelles sont toutes représentatives et représentées dans le monde associatif. C'est pour ça qu'il faut, je mets un point d'orgue dessus, je parle de sport, je suis sur le sport, mais toutes les associations. Et nous, on souhaite accompagner les associations, donc ça va aller à l'affiliation qui va être offerte pour les associations cyclistes qui, chez nous, elles n'ont pas pratiqué depuis le 15 mars 2020. C'est-à-dire que mes cyclistes, ils n'ont pas fait une course officielle depuis 1 an et demi. Donc, de fait, l'affiliation des associations, elle est offerte. Ça, c'est qu'une goutte d'eau. On va aider des associations qui souhaitent aller vers la multi-activité. C'est-à-dire que la même association cycliste, qui a déjà son affiliation offerte, qui a déjà une licence offerte de dirigeante, qui a déjà 3 licences aussi de pratiquants qui seront offertes, en fonction de telle ou telle chose, c'est-à-dire que la licence de dirigeant sera offerte s'ils s'affilient et qu'ils prennent 4 licences de dirigeante, parce qu'on souhaite que tous les dirigeants d'associations soient impliqués dans le monde associatif. Ça permet de les impliquer. Ils vont avoir 3 licences offertes s'ils utilisent la plateforme Web Affiliate qui 80% des associations utilisent déjà. Ils vont avoir 2 licences offertes s'ils utilisent la plateforme Le Compte Asso. En fait, l'objectif, ce n'est pas de mettre des freins aux associations, mais c'est
faciliter en fait l'accès à ces cadeaux, à ces packs. En fait, ce sont des actions concrètes. En fait, ce sont des packs qu'on offre aux associations, mais qui leur serviront pour plus tard. Ce que je disais en préambule, c'est que l'association se structure. En fait, on les aide à se structurer. Et je disais qu'on va les accompagner aussi vers la multi-activité. Donc, l'association cycliste qui s'affilie donc à l'UFOLEP, qui souhaite, je sais pas, les hommes font du cyclisme. Bon, aussi des femmes, mais majorité d'hommes font du cyclisme. Pendant ce temps, les femmes font une activité d'entretien. Et cette activité d'entretien, nous, on met à disposition des associations un éducateur diplômé. Un éducateur, ça peut aller à un diplômé de Master STAPS. On ne parle pas d'un diplômé fédéral. Je n'ai rien contre les formations fédérales, mais ce ne sont pas des formations professionnelles. Je parle d'un diplômé professionnel. Donc, cet encadrant, il sera mis à disposition toute l'année. Je parle, c'est pas du one shot, c'est toute l'année. Donc, pendant une année, une saison sportive, l'association peut créer de la dynamique dans son quartier autour des hommes qui font du cyclisme, mais en même temps des femmes qui font l'activité physique, femmes et enfants. J'ai dit femmes, mais ça peut être femmes et enfants. Donc, tu crées un lien intergénérationnel. Tu es sur plusieurs leviers qui permettent donc de créer la dynamique dans le quartier, même s'il y a 5 femmes qui participent. Et alors, demain, il y en aura 10. Après-demain, il y en aura 15. Après-demain, tu seras obligé de prendre le deuxième éducateur. Et voici comme ça qu'on crée une dynamique dans l'association. Dans les accompagnements, je ne vais pas tous les citer, mais dans l'accompagnement, on va mettre à disposition des associations un logiciel de comptabilité. Donc, j'oublie le nom du logiciel, mais Basic Compta. Basic Compta, c'est un logiciel de comptabilité qui permet à l'association de gérer sa comptabilité. On a beaucoup d'associations qui gèrent la comptabilité avec entrée, recettes, dépenses ou un cahier. C'est un peu le même concept, mais c'est un niveau un peu plus élevé. Donc, nous, on offre la licence à l'année, on forme quelqu'un. Donc, dans le package, il y a la formation qui est gratuite, enfin, qui est prise en charge par l'UFOLEP. La licence du logiciel qui est prise en charge par l'UFOLEP aussi, à destination de l'association. Ce sont des choses qui paraissent banales, mais quand l'association va demander à la commune ou au département ou à la région, ou qui sais-je, à l'État ou voire à l'Europe, des fonds, ils vont leur demander c'est quoi votre compte de résultat. Et le logiciel permet tout simplement d'imprimer un compte de résultat en ayant entré les entrées et les dépenses. Ce sont des petites choses toutes bêtes qui pour nous, sont importantes parce qu'on est sur la structuration de nos associations et on se dit qu'on va réussir avec ce levier-là à aider les associations à amener d'autres publics au sein de leur activité et de ramener amener un catalyseur vers le fonctionnement d'une association et de fil en aiguille, peut-être ramener des arbitres de basket ou de futsal, en sais-je. Mais voici notre doctrine. On structure la base. Donc, nous, au niveau de l'UFOLEP, on s'est structuré, malgré la crise, je peux le dire, et ça, c'est grâce à la préfecture, grâce à la préfecture dans les temps, grâce aux aides de l'emploi, on a recruté 2 personnes et on a pris un alternant. Donc, janvier, avril et en août. Donc, 3 renforts. Et j'utilise le terme renfort parce qu'ils nous rendent plus forts et ça va nous permettre d'aider les associations. C'est notre mission première. C'est notre mission première. Et je conclue rapidement. Désolé si je prends trop le micro. Non, pas du tout. Je conclue rapidement. Et j'espère que j'ai des associations qui écoutent l'émission. Moi, mon objectif pour 2021-2022, et avec Patrick Bousset, ceux qui connaissent l'UFOLEP sauront qui est Patrick Bousset, on vient à leur rencontre, on ira à leur rencontre. Moi, j'ai prévu de rencontrer toutes mes associations, une par une, toute la saison sportive. Donc, c'est pour ça qu'on a des renforts, parce que voilà, le travail va être continué. Et en même temps, ça décharge du temps pour aller voir les associations, parce que le monde associatif, c'est la chose, je ne veux pas dire la plus importante, mais je ne suis pas loin de le dire, quoi.
Eddy Viator, vous êtes d'accord justement avec, de toute façon, cet engagement associatif, vous qui êtes dans un club de basket aussi, comme disait justement Devrick, vous êtes investi depuis des années, mais c'est vrai que ça passe par là aussi une vie associative importante pour justement permettre à ces jeunes déjà un premier contact, une première entrée dans le monde sportif, justement pour faire ses premiers pas et découvrir l'arbitrage, le jeu et tout ce qui est autour, en fait. Ce que dit Devrick là me parle forcément parce que mon club de Sarcelles, on a subi ça à un moment donné. Le manque de. Il a parlé d'un détail tout simple. Hein, c'était les comptes de résultats avec un logiciel. Quand on a démarré, quand on a repris le club en main, on n'avait pas tout ça et on y allait un peu à l'aveuglette. Aujourd'hui, il existe des outils informatiques qui permettent justement d'aider les clubs à mieux se structurer, à mieux suivre les adhérents et puis à avoir des comptes sains, parce que c'est important pour savoir un peu comment naviguer. Aujourd'hui, notre club a suivi cette démarche et on a pu doubler. Quand je dis doubler, on est passé du simple au double de nombre de licenciés parce qu'on avait une meilleure structure, un meilleur suivi et c'est fondamental, je pense. Ce qu'a dit Devrick là, c'est vraiment fondamental pour que les clubs puissent se développer. Et quand on écoute, je reviens sur un fait divers récent, c'est qu'il y a un ministre qui dit bravo aux écoles par rapport à ce qui se passe pour former les joueurs. La réussite des sportifs. Oui, mais bon, heureusement que les joueurs se sont entre guillemets révoltés et ils ont avoué, enfin ils ont dénoncé clairement le comment ils avaient progressé et comment ils avaient appris. Alors on va pas cracher sur les universités ou l'INSEP ou pas l'INSEP pardon, l'UNSS. Voilà, mais ils font un travail qui est régulier, mais c'est pas du tout la même chose. Et une association, c'est du régulier, et c'est surtout là qu'on apprend. Moi, j'ai joué aussi bien en club qu'à l'école. Je suis désolé, mais à l'école, j'ai pas plus appris. À l'école, je mettais en pratique, mais j'ai appris dans mon club. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est important, on parlait donc encore de formation. Aujourd'hui, c'est important, même au niveau de la Guadeloupe, de la formation des arbitres, puisque là aussi, il y a quand même pas mal de difficultés pour pouvoir renouveler cette génération d'arbitres au niveau de la Guadeloupe. Il y a une volonté aussi donc de la part de la Ligue d'accompagner et de proposer justement de nouvelles choses pour attirer de nouveaux arbitres, des jeunes arbitres justement vers ce métier, comme on disait tout à l'heure. C'est pas simple d'attirer les gens. L'arbitre, c'est une activité un peu ingrate où on est le dindon de la farce. Ça se passe mal, ce sera à cause de l'arbitre. Ça se passe bien, c'est grâce aux joueurs, mais on parle pas de l'arbitre. Donc c'est pas une activité qui donne envie quelque part. Et il y a quelque temps, j'ai été sur un podcast et on me disait qu'est-ce que vous pensez de l'arbitre, qu'est-ce que vous diriez de l'activité. J'ai répété exactement ce qu'on m'a dit quand j'ai démarré. Quand on réussit un bon match, on dit que l'arbitre, on ne le voit pas du tout. Un bon arbitre, c'est celui qu'on ne voit pas sur la rencontre. Il est passé inaperçu et voilà. Aujourd'hui, j'ai plus cette sensation-là. J'ai pas envie de dire ça en fait. Je l'ai appris comme ça quand j'ai démarré, mais aujourd'hui, je dirais l'inverse. Un bon arbitre, on le voit. Il est présent, il est actif, il gère, il cadre. C'est lui qui pose la ligne directive du match et qui prend soin d'eux. Voilà. Un arbitre qui est présent sur la rencontre, c'est un bon arbitre. Et on doit le voir, en fait. Et les plus jeunes souffrent énormément du comportement, pas toujours des joueurs et des entraîneurs, mais des spectateurs souvent. Parce que les spectateurs sont, quel qu'en soit le niveau, ils sont sur une Coupe d'Europe, un championnat du monde, des JO. Et donc, il faut gagner le match à tout prix, il faut encourager son enfant qui est sur le terrain à tout prix. Et donc, il n'y a plus de limite. Ce qui fait que c'est pas simple. Un jeune arbitre qui arrive, qui a aucune expérience, qui a très peu de base,
mais qui a ce plaisir malgré tout, bah, ce plaisir, il peut très rapidement partir. Parce que, ça devient risqué d'être sur un terrain, de se faire crier dessus, insulter par des gens qu'on ne connaît pas, pour des raisons qui paraissent démesurées. Et s'il n'y a pas un accompagnement, c'est très difficile. Donc les instances qui gèrent les arbitres, toutes les comités et les ligues, je sais qu'en Guadeloupe, Sandra Ménassery, elle est très impliquée dans l'arbitrage et elle a un gros travail, mais c'est pas simple. Et toutes les forces vives qui pourront venir lui donner un coup de main pour pouvoir encadrer seront les bienvenus forcément. Je pourrais en citer d'autres, hein, mais je veux dire, c'est une activité qui a besoin de beaucoup de main d'œuvre, beaucoup de mains. Donc, c'est ça. Ben justement, est-ce que, bon, là, du coup, c'est un peu la période creuse, mais est-ce que aussi, du coup, cette période creuse, en tout cas au niveau de la Guadeloupe, au niveau des Antilles, peut être aussi problématique parce que déjà, c'était compliqué de retrouver des arbitres. Là, on est dans une période où on perd même des joueurs ou des pratiquants même. Donc, c'est encore plus compliqué de trouver des arbitres intéressés. Alors, comment éventuellement, est-ce qu'il y a des solutions pour l'instant à court terme qui seraient peut-être imaginables, qu'on pourrait déjà proposer pour relancer? Aujourd'hui, c'est vrai que la formation, par exemple, elle se fait aussi en dématérialisé. Il y a peut-être des outils aujourd'hui qui vont favoriser peut-être aussi un retour de l'intérêt des jeunes pour l'arbitrage. Il y a plein d'outils qui existent et qui sont mis en ligne. Aujourd'hui, on communique via une visio parce que moi, je suis en métropole, vous êtes aux Antilles, c'est bien. Et ça prouve qu'on se sert des moyens modernes pour pouvoir échanger. On peut aussi se servir des moyens modernes pour communiquer, pour faire travailler des gens, voilà. Au niveau de la fédération, il existe des outils de suivi qui permettent aux arbitres d'être tout le temps en contact. Alors ça a démarré forcément pendant la période de Covid, la première vague qui a bloqué tout le monde. On a développé des visioconférences à tout va. On a mis en ligne des formations utilisables par tous les arbitres, par tous les novices, par tous les curieux. Donc, je veux dire, n'importe qui peut trouver des choses. Il y a de la vidéo, on travaille beaucoup. L'apprentissage moderne, c'est beaucoup avec de la vidéo. Donc, il y en a dans tous les domaines. Et là, il est possible d'utiliser ça et de pousser les gens à s'intéresser, à découvrir des images. Voilà. Après, sur le terrain, je dirais que c'est un peu plus compliqué parce qu'on redémarre une saison, on n'a pas de vision de ce qui va se passer, combien de licenciés on aura perdu, combien d'arbitres on aura perdu, parce qu'il y en aura quelques-uns. On sait que chaque année, on en perd 5, 10%, 15%. Ben là, ça va peut-être doubler. On ne sait pas comment ça va se goupiller, mais on espère, avec les bons résultats des équipes de France, que ça va quand même réduire un peu la fracture. Maintenant, je pense que le 3-3, ça peut être une solution de développement parce que c'est un basket qui se joue sur un demi-terrain. Il faut des fois un seul arbitre suffit. Et puis ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup la communication, la gestion, l'analyse. Voilà, c'est quelque chose qui est assez complet. Et peut-être que le développement de ça peut aider à pousser les gens à retrouver un intérêt. Dévric, vous qui, justement, au niveau de l'UFOLEP, proposez maintenant le basket en tant qu'activité, justement, des problèmes d'arbitrage, ce genre de choses, vous allez devoir également vous y soumettre, vous y intéresser. Donc, justement, comment se passe l'émergence du basket au sein de l'UFOLEP? Le basket, le football, le futsal, c'est toujours les mêmes problématiques. L'arbitrage, même avant le Covid, était déjà problématique. C'est une fonction, Eddy l'a dit, qui est assez ingrate parce que elle est indispensable. Tous les acteurs sont conscients que c'est une fonction qui est indispensable. Pourtant, ça ne change pas beaucoup de choses au déroulement de certaines rencontres.
Par contre, l'un des leviers sur lesquels on peut jouer au niveau de l'UFOLEP et même de toutes les ligues, en fin de compte, c'est depuis la petite enfance. Ça se fait beaucoup dans différents pays de la Caraïbe. C'est de réussir à... Ben, le jeune, il arbitre, en fait. Quand on fait des oppositions à l'entraînement, quand on fait des oppositions entre les jeunes même, ben, que un des jeunes, il a l'habitude d'arbitrer. Il arbitre. Même si, voilà, de base, ça va se faire en fait. Et ça se fait, on est tous arbitres déjà de base dans l'âme parce que quand on fait un swing en basket, en football, quel que soit le sport, il n'y a pas d'arbitre sur le terrain et tout le monde est arbitre. C'est ça. Et tout le monde sait quand il y a faute, tout le monde sait quand il y a corner, si on parle de foot, tout le monde sait quand ben, c'est un 3 points et non un 2 points. Voilà, tout le monde connaît toutes les règles. Donc au final, c'est juste qu'on veut tous être le sportif de haut niveau, on veut tous être le Jordan, on veut tous être le Tony Parker, on veut tous être le Ronaldinho. C'est juste ça, c'est de réussir si on parle d'arbitrage, hein, c'est de réussir à avoir une figure emblématique au niveau de l'arbitrage. Et c'est peut-être là où le levier peut être intéressant par rapport à Eddie Viator, hein, qui est connu, mais je ne suis pas sûr qu'il soit connu à outrance au niveau des jeunes, au niveau de l'arbitrage. Donc, c'est peut-être ce style d'acteur qui a réussi au niveau national et qui peut être, en fait, on va dire, la figure de l'arbitrage. En général, il faut une figure à laquelle on peut s'identifier pour les jeunes. Hein, je parle des jeunes. Au niveau après des seniors, nous, on a beaucoup d'arbitres qui sont nos activités compétitives sont pour les seniors, les adultes, au niveau du FOLEP. Tout ce qui est pour les jeunes est non compétitif, plutôt. Mais tout ce qui est pour les adultes est compétitif. Donc, les arbitres sont plutôt des adultes. Et on va dire que c'est une question de stabilité. En général, l'arbitre, il est stable sociétalement parlant et moralement parlant. Donc, en ce moment, personne n'est plus ou moins stable, on va dire, en termes de psychologie. Je ne vais pas entrer dans le débat, de psychologie, mais voilà, je reste convaincu que quand tout sera un peu plus posé, on sera un peu plus tous relaxés, la passion prendra le dessus parce que c'est un métier passion. Enfin, tu vois, j'ai fait l'erreur, j'ai dit métier, alors que ce n'est même pas un métier, c'est une fonction passion. Et ça reviendra. Par contre, là où je suis plus inquiet, c'est, donc, comme je disais, c'est le renouvellement parce que les adultes vieillissent et c'est le renouvellement de ces forces vives. Et comment les attirer parce que le sport est devenu un peu consommation. Donc, c'est réussir. Donc, je disais la figure, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est, et je peux le dire en exclusivité, je suis en grande réflexion dessus avec plusieurs spécialistes, notamment sur tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est lié à la loi, l'évolution des lois, tout ça, sur le statut même de l'arbitre bénévole, comment on peut l'améliorer, parce qu'en réalité, c'est ce niveau-là. Et c'est le bas blesse, en fin de compte, parce que la fonction d'arbitre, que ce soit du basket, du football, du futsal, de l'aïkido, j'étais arbitre aussi, donc des arbitres. Le sportif, lui, il fait son match et il rentre chez lui. L'arbitre, il doit préparer son match. Donc, il arrive 1h30 avant. Et en général, il part 30, voire une heure après, le joueur, le sportif. Donc, limite, ça lui prend tout un après-midi, si on parle d'après-midi, ou toute une nuit, si on parle de soirée. Donc, globalement, c'est une fonction qui est complexe. On va pas, enfin voilà, je l'apprends à personne, mais elle est importante. C'est une problématique qui est importante et j'espère vraiment réussir à mettre sur pied un projet qui me tient vraiment à cœur à ce niveau-là. Ça, pour la petite anecdote, je suis arbitre. Je suis arbitre de futsal, je suis arbitre de foot, je suis formateur arbitre de futsal, je suis formateur aussi d'arbitre de futsal. Donc, la problématique de l'arbitrage, je suis vraiment à fond dessus. Et j'espère réussir à trouver, je ne vais pas trouver une solution, mais je vais mettre mon pied à l'étrier pour aider à l'évolution de l'arbitrage et aider
à ramener de plus en plus d'arbitres. Je dis arbitre, mais c'est d'officiels en fait sur toutes les disciplines. Cyclisme aussi, le cyclisme aussi, c'est la même chose. Il faut des officiels pour diriger une course, c'est la même chose. Les problématiques sont les mêmes sur toutes les disciplines. Non, alors justement, Eddy, qu'est-ce qui caractériserait un bon arbitre? Ou en tout cas, si on doit, quand on fait des détections, on se dit ah oui, bon, mais celui-là, il est peut-être pas trop mal, il pourrait devenir un bon arbitre. Si on dirait quoi, on observerait quoi? Les attitudes, on regarderait la façon de communiquer, la façon de gérer des situations difficiles, l'implication, parce que c'est une activité. Alors, Devrick disait un métier, mais avec gêne, mais on peut parler d'un métier d'arbitrage, effectivement. Mais ce serait de voir comment le jeune arbitre arrive à s'impliquer dans la rencontre. Est-ce qu'il ose faire des choses? Est-ce qu'il est simplement là et qu'il a un sifflet et puis il l'utilise pas et qu'il n'ose pas Voilà. Je pense quand je faisais de la formation pour les jeunes arbitres, ce que je regardais, c'était ça. C'était l'implication, c'était la façon de faire. Des fois, la gestuelle, l'expression corporelle, elle faisait pas tout. En revanche, la décision, le choix, l'analyse, ça c'est important. Et le jeune arbitre, s'il arrive à montrer ces aspects-là tout de suite, bah, c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on cherche. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le bon arbitre, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi maintenant, le bon arbitre, c'est celui qu'on voit justement. Justement, alors, Devrick parlait tout à l'heure de la préparation d'un match pour un arbitre qu'il arrive 2 heures avant et tout. C'est vrai que, alors justement, est-ce que vous pourriez nous donner votre rituel d'arbitre quand vous étiez en fonction il n'y a pas si longtemps? J'ai pas de rituel, je m'adapte. Je m'adapte à moi-même en fait. Ce que j'ai besoin au moment où j'arrive, au moment où je suis dans une salle. Que ce soit en France, sur un club à l'étranger, je me suis adapté en fonction de, mais j'avais pas de rituel. Arriver précisément, mettre ma main dans ma poche, mettre la première chaussette gauche, tout ça. Je me suis pas habitué à avoir des rituels parce que j'avais pas envie de me retrouver dans une situation où tiens, il me manque quelque chose, j'ai pas fait ça et ça va pas bien se passer. Je suis pas superstitieux, donc j'ai pas de rituel. Je m'adapte à moi-même. Et quand j'arrive, ce que j'ai besoin, je le fais, je le pense, voilà. Je me préparais comme ça. Après, par rapport à ce que disait Devrick, c'est vrai que quand on arbitre, déjà, on arrive très tôt dans la salle et on repart assez tard derrière. Mais si je fais une comparaison avec les joueurs, eux, ils ont aussi la préparation qui dure toute la semaine. L'arbitre, il intervient le week-end, en tout cas en métropole, c'est une fois par week-end. Pour les internationaux, c'est 2 fois. Si le joueur, lui, toute la semaine, il va s'entraîner, et puis il va arriver à la salle, il fera son match, et effectivement, il repartira derrière. Et l'implication, elle est différente. Peut-être qu'au niveau du temps, parce que je pense qu'aujourd'hui, les arbitres, je disais tout à l'heure, ils sont plus pressés de réussir et d'avoir des résultats, mais je trouve, ça c'est un point de vue personnel, je trouve que, et je parle pour les arbitres qui sont sur le haut niveau français, Betclic, Pro B, Ligue féminine, je trouve que les arbitres s'impliquent beaucoup plus qu'avant. Et je trouve qu'ils travaillent beaucoup plus qu'avant. Alors, il y a des niveaux qui sont différents, mais ils passent du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont passé l'avant-match, le match et l'après-match, arrivé à la maison, il y a encore du travail. Au même titre que les joueurs, et toute la semaine. Et là, je dirais que moi, quand j'ai démarré, c'était pas du tout comme ça. On faisait le match, un peu comme disait Devrick, on arrivait, on faisait le match, et puis on repartait, et puis c'était fini. Aujourd'hui, il y a une implication qui dure. Je pense qu'un arbitre de haut niveau, et je pense qu'un jeune passionné qui est vraiment passionné de l'arbitrage, ou qui est juge-arbitre de quelque chose d'un autre sport, que ce soit foot, basket, hand, judo, karaté, ce que vous voulez, s'il a cette passion, ce ne sera pas simplement le samedi ou le dimanche. Ce sera du lundi au dimanche et il aura ça dans la tête. Et il y pensera, et il regardera des vidéos. Et il cherchera son sport quelque part, sur Internet, à la télévision, il va regarder. Il sera impliqué.
Et je trouve que les arbitres aujourd'hui sur le haut niveau, en tout cas ceux que je côtoie, ils sont impliqués. Est-ce que vous, dans votre parcours, il y avait des salles où vous n'aimiez pas arbitrer du tout, où vous vous dites, là, bon, la soirée va être difficile par rapport au public, par rapport à tout ce qu'il y a autour, ou bien non, comme la superstition, peu importe là où vous êtes, vous faites votre boulot et puis voilà. Est-ce que j'ai le droit de citer maintenant les noms parce que j'ai pas envie d'avoir des représailles derrière. Bon, au moins vous êtes plus sur les terrains. Oui, mais forcément, il y a des salles où, bon, quand on reçoit la désignation, on se dit bon, ça c'est mal passé la dernière fois, il faut que j'y retourne. Il y en a eu quelques-unes plutôt en Europe. Enfin, quand je dis plutôt, non, il y a toujours une salle en Europe où à un moment donné on allait, c'était en Grèce. En Grèce, il y a deux équipes, Olympiakos et Panathinaikos. À une époque, il y avait un entraîneur sur le Panathinaikos, donc c'est les Verts, qui mettait une certaine pression sur l'arbitrage. Et les supporters, c'est une salle de 18 000 places, qui était un palais des sports olympiques. C'était rempli, la jauge était souvent à 14 000 personnes. Et quand on allait dans cette salle, il y avait une certaine pression accompagnée du comportement de l'entraîneur qui était très technique, mais il suffisait qu'il lève le petit doigt et puis on avait 14 000 furieux derrière soi. Ça, c'est l'une des salles. Il y en a une autre qui est le Partizan de Belgrade, où là, on a vraiment des fans, des fanatiques qui sont, comme on voit dans le foot, ils sont torse nu, ils sont dos au terrain. Ils ne s'occupent même pas du match, le match il est derrière. Mais ils sont là et puis ils sautent, et puis ils chantent, et puis ils râlent, ils gueulent tout le temps. Parce qu'ils sont là pour accompagner l'équipe. Et puis, ils jettent des pièces, ils jettent des briquets, ils jettent des vieux téléphones. J'ai entendu des pièces passer pas loin de mes oreilles, ça sifflait. Et là, quand on sort de là, on se dit, quand on doit y retourner, j'espère que je ne vais pas perdre un œil parce que les fanatiques, ils sont là pour un match, mais au final, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Et puis, ça se trouve, ils ne savent même pas ce qui est le championnat. Ils sont supporters et des fois, c'est démesuré. Mais ça fait partie du business. Parce que, à contrario, là, on a passé 1 an et demi de Covid. On s'est retrouvé à huis clos plusieurs fois. Sans spectacle. Et finalement, on s'est dit, c'est dur avec les spectateurs, mais on a besoin d'eux quand même. C'est quand même bien quand ils sont là, qu'il y a de l'ambiance, que ça chante, que ça crie, que voilà. Donc finalement, j'en veux plus à qui que ce soit et il faut que les gens retournent dans les salles. Très bien. En tout cas, dernier petit mot donc avec Devric et puis avec vous aussi, Eddy. On va terminer l'émission. Donc, Devric, l'objectif de l'UFOLEP sur cette saison, une fois que on pourra pratiquer de nouveau cette année. Alors l'objectif, déjà merci Séverine de m'avoir invité. C'était chaleureux et dit, je suis sûr que tu arrêtes parce que je sens que tu as beaucoup d'énergie et au pire tu peux venir en Guadeloupe, je suis sûr qu'on va t'accueillir les bras ouverts. Ah, ça sera avec plaisir. Donc au niveau de l'UFOLEP, notre objectif c'est de réussir à faire repartir toutes les compétitions, toutes les disciplines sportives de loisirs, de continuer nos formations professionnelles et fédérales, c'est-à-dire celles qui sont autour des dirigeants et des officiels, et de continuer toutes nos actions qui sont à destination des différents publics. On est sur le sport santé, en fait. On a beaucoup d'actions à destination des seniors, à destination des femmes en situation de monoparentalité ou de la petite enfance. Voilà, on a plusieurs publics et beaucoup d'actions sur le territoire, tout le territoire d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de réussir à tout refaire partir, mais dans les conditions dans les meilleures conditions. Donc on ne va pas faire pour faire, il faut faire et que personne ne soit en situation de danger sanitaire, parce que là, le préfet, il a encore parlé en plus hier et il semble confiant, mais il reste quand même sous la réserve. Effectivement, on attend encore de mai l'arrêté qui expliquera un peu la sortie de confinement, notamment pour les activités sportives associatives.
Mais je reste confiant. Mais confiant, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, forcément, notre objectif, c'est de reprendre une vie normale autour de l'activité sportive qui, je pense que je l'ai assez radoté, je ne vais pas le radoter à nouveau, mais qui est indispensable dans le paysage guadeloupéen et singulièrement dans le paysage français, mondial même d'ailleurs. Mais voilà, chez nous, je parle de chez nous, on a notre rôle à jouer, l'UFOLEP, et on entend le continuer. On va aider nos associations, je le dis encore, celles qui nous écoutent, vous avez reçu le plan de relance, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est là pour ça, on s'est renforcé avec une équipe, on est plus nombreux dorénavant, on a doublé les effectifs, donc c'est pas pour rien. Donc on est là pour les associations et on souhaite que les associations soient là pour leurs adhérents et que l'engrenage reprenne au niveau de la Guadeloupe. Très bien, merci beaucoup Devric. Eddy, donc, du coup, cette année, la formation des officiels, ce qui est prévu, quel est votre programme, planification pour cette année 2021-2022, pour cette saison 2021-2022? Je pense qu'il y a trop de choses, je ne pourrais pas vous expliquer tout dans le détail, mais globalement, c'est d'accompagner déjà ceux qui étaient hier mes collègues, qui aujourd'hui seront mes petits arbitres, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment de tirer tout le monde vers le haut et de faire en sorte que les championnats se passent bien, d'essayer de susciter des vocations aussi, parce qu'il faut qu'on trouve encore du monde. Et ça passera par ce que feront les collègues sur le terrain. Je leur ai dit sur le stage de début de saison, je vais continuer à arbitrer, mais au travers de vos prestations, et je vais essayer de faire en sorte que les joueurs, les entraîneurs se rabibochent un peu avec l'arbitrage. Alors c'est pas facile parce que il y a toujours un peu de passif dans tout ça. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que l'arbitre continue à travailler, qu'on puisse sortir des nouveaux internationaux, qu'on puisse former de nouveaux jeunes arbitres, qu'on fasse monter des bons potentiels, parce qu'il y en a des potentiels, et c'est de tirer tout le monde vers le haut, quoi. Voilà, je dirais que le mot d'ordre, c'est celui-ci, et ça prendra un petit peu de temps. On a aussi l'arbitrage féminin qui doit se développer, donc on fera en sorte que il y a un travail qui a été fait par la personne qui m'a précédé, et je ferai en sorte de pérenniser ça de manière conséquente. Très bien, merci messieurs, en tout cas de nous avoir accordé un peu de votre temps. Donc, oui. Est-ce que je peux profiter de l'occasion pour passer bien sûr. Un tout petit coucou aux gens qui sont sur place? En fait, je fais juste un petit coucou à mon père qui est à l'origine de tout ça, hein, Rico Viator, qui est donc sur Pointe-à-Pitre là, et qui suit tout le temps, qui a suivi toute ma carrière quand il était ici et puis quand il est rentré aux Antilles. Et puis je dis bonjour à Patrick et à Philippe. Alors il y a deux Patrick, il y a Patrick Cam et puis Patrick Casaco, qui sont des gens impliqués. Philippe Uri qui est aussi impliqué, qui fait de la formation pour les joueurs. Et enfin, mon petit collègue Marcus Morestin, qui est un arbitre guadeloupéen, que j'ai eu l'occasion de rencontrer tout simplement l'an dernier. Alors j'en profite pour faire un coucou aussi à Marcel Bingabert, parce que c'est lui qui m'a invité sur les X années du Bornello. Alors je n'ai pas envie de donner de chiffres parce que je ne me rappelle plus si c'est 40 ou 50 ans, je ne sais plus. Mais en fait, ou 30 ans, j'étais venu pour faire un petit match de gala, et j'ai rencontré ce petit jeune Marcus qui est très motivé, qui a envie d'apprendre, qui a envie de grandir dans l'arbitrage. On est resté en contact, et j'espère qu'il pourra justement sortir du mouchoir là, et puis qu'on puisse dire tiens, il y a encore une pépite guadeloupéenne qui est sur le devant de la scène. Voilà. Donc je passe le bonjour à toutes ces personnes. Très bien, merci en tout cas à vous, merci à Devric
Bon courage pour la saison. Et puis, Eddy aussi, bonne saison et bonne formation. De toute façon, je pense qu'on se reverra, messieurs, sur la saison à venir. En tout cas, voilà, moi, je vous remercie. Et puis, je remercie aussi les téléspectateurs. Et je vous dis à très vite, donc à la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de Sport 10. Voilà, bonsoir à tous.